Bonjour tout le monde, bien heureuse de vous retrouver. Bienvenue à Vie publique. Alors cette semaine, on va notamment s'entretenir avec Annick Briand, qui est directrice de la SADC du Kamouraska, Véronique Drouin, également coprésidente du Centre d'art de Kamouraska. Et pour commencer, on a avec nous Jean Desjardins, donc, qui est président du conseil d'administration de la salle André Gagnon. Bonjour. Bonjour. Il y a quelques semaines à peine, on a eu des bonnes nouvelles, donc plus de 3 millions de dollars qui vont être investis pour rénover la salle André Gagnon. C'est vraiment pas rien, ça. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais, mais il va y avoir quand même beaucoup d'efforts à faire là, pour faire tous ces travaux. C'est une très bonne nouvelle. Disons que c'est 3,2 millions que le MCC nous accorde, mais il reste encore... MCC, c'est le ministère de la Culture et de la Communication. Il reste encore Patrimoine canadien, à lequel on a fait une demande de 1,4 million. On n'a pas encore eu de réponse. Donc, si on veut boucler le budget, ça prend ça. Et on a une campagne de financement, une levée de fonds de 1,5 million à réaliser. Ça, c'est vraiment beaucoup. C'est le bout qui va nécessiter un gros investissement de la part du membre de votre conseil d'administration, des partenaires et des gens du milieu. Fait qu'il faut vraiment montrer un attachement à la salle. Oui, il faut vraiment montrer un attachement. On avait déjà commencé, la COVID nous a comme ralenti dans nos efforts. On avait commencé à aller rencontrer beaucoup les entreprises et les gens pour commencer notre première partie de levée de fonds. La COVID l'a arrêté. On s'apprête dans les prochaines semaines à relancer cette levée de fonds dans le public. Oui, puis avec une approche, évidemment, où les gens sont un petit peu plus... On est plus sous nos gardes là, financièrement ces temps-ci, fait que ça va être quand même un objectif, c'est un obstacle de plus, mais le projet est beau, parce que là, vous allez nous parler du projet. Qu'est-ce qu'on veut faire dans la salle? On veut, en fait, on rénove la salle au complet. Cette salle-là, elle a été rénovée dans les début des années 80. Mais c'est une salle qui va être centenaire l'an prochain. C'est ça, mais elle est à cet emplacement-là depuis bientôt 100 ans? Oui, l'an prochain, je crois que c'est en 22, elle va avoir 100 ans, cette salle-là. OK. Puis, elle a été rénovée au début des années 80. Et depuis 2 ans, on travaille très fort à bâtir un projet pour pouvoir la rénover de fond en comble en réalité. Okay. Expliquez-nous les grandes étapes. C'est quoi les principales choses que vous souhaitez changer à l'intérieur? Parce que, tu sais, quand on ne reconnaît pas ça, on la regarde comme ça, on fait c'est quand même beau, je veux dire, c'est quand même une belle salle, mais il y a quand même, avec tout ce qu'on a besoin en 2020, quand on fait des spectacles et en termes de sécurité, là, des choses qui ne sont pas tout à fait, qui sont plus dans les normes, si on veut. Une des premières choses qu'on a constatées avec les années, c'est que l'entrée de cette salle-là est la même que l'entrée des étudiants. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas de la Pocatière ou qui n'est pas de la région, il y a de la misère à trouver la salle, aller où. Donc, un objectif, c'était de faire une entrée privée, une entrée spéciale pour la salle. Dans le projet, on va construire à côté de la bâtisse actuelle, c'est-à-dire en face de l'entrée principale du cégep, égale au bâtiment. Okay. On va construire une entrée privée indépendante avec tout ce que ça comporte. Okay. Dans cette entrée-là... Dans le fond, est-ce qu'on a l'escalier en ce moment pour descendre à la salle? Est-ce que ça pourrait être ça qui va être la nouvelle entrée? Quand on entre... Non, pas du tout? C'est pas du tout. C'est complètement dehors du cégep. OK. C'est un ajout. Complètement à l'extérieur du cégep, du côté de l'entrée principale du cégep. OK, d'accord. Donc, il y a un trottoir, là, entre le trottoir et le bâtiment. OK, excellent. Il y a une bâtisse sur 2 étages qui va être au rez-de-chaussée, à l'étage. Il va y avoir l'entrée, puis il va y avoir un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, ce qu'on n'a pas présentement. Oui. Est-ce qu'au niveau de la scène, au niveau des bancs à l'intérieur, qu'est-ce qui va changer? Oui. Donc ça, c'est l'entrée, c'est une des grosses choses qu'on devait faire. Et en dessous de cette entrée-là, il va y avoir le foyer, avec ce qu'on n'avait pas présentement, avec un bar, pour pouvoir recevoir les gens. Et au niveau de la salle, on change tous les bancs de la salle au complet. On enlève les murs chaque côté. On la remet comme elle était dans les années 80. Et en arrière, on va avoir un foyer où les gens vont pouvoir attendre et non être
à l'étage, ils vont pouvoir descendre au pied de la salle, comme ça se fait dans toutes les Est-ce qu'il y a une réduction à ce moment-là du nombre de places? Il y a une petite réduction du nombre de places. On était à 600 quelques, on va être à 500 quelques. Okay. De toute façon, faire salle comble, c'était pas souvent les spectacles, c'est des demi-salles, très souvent. On travaille très souvent en demi-salle, mais quand on travaille en salle complète, 500 places pour la région, c'est suffisant. Maintenant, je me souviens, pour y avoir été quelques fois, là, que la scène, il y a quand même les loges, on avait à monter certaines fois, quand c'est un gros groupe, on termine au Mistouk, là, je prends les spectacles de danse, de l'école de musique, etc. Ça, est-ce que ça va être rénové aussi? Au niveau de la scène ne sera pas changée, ça va rester tel que tel, mais on améliore tout le système de son et de lumière. L'éclairage? Tout l'éclairage va être pour être en 2020. Oh, oui, avec toutes les nouvelles technologies. Avec nos nouvelles technologies, etc. Et on rénove les loges des artistes. OK. Peut-être revenir en terminant là, à la campagne de financement qui va s'amorcer, parce que là, vous le disiez, il y a plusieurs choses à attacher, mais ce qui me reste en tête, c'est vraiment le demi-million de la communauté en contexte de pandémie. Puis avant même que l'entrevue commence, vous me disiez, là, vous vous questionnez sur comment approcher les gens, les partenaires. Vous avez besoin de partenaires majeurs. Est-ce que vous avez déjà pensé au type d'activité que vous pouvez faire pour aller chercher de l'argent? Mais là, on est restreint. On peut pas dire... À court terme, on ne peut pas dire « je vais faire un vin et fromage », disons, ou je ne sais pas, je dis ça, c'est pas n'importe quoi, là. Faut faire ça dans le virtuel, Avez-vous commencé à regarder des pistes de solutions? Avez-vous besoin de soutien? C'est sûr qu'on a cherché, on est en train de chercher, j'espère qu'on va avoir des annonces bientôt, un partenaire majeur. C'est ce que ça prend dans toute levée de fonds, ça nous prend un partenaire majeur. Et je dirais des partenaires... pas secondaires, mais... Non, mais depuis, tout le monde n'a pas les mêmes capacités non plus. Des partenaires au niveau des entreprises. Okay. Ça veut dire... puis après, on va faire une campagne au niveau de la population. Un peu comme à Rimouski, à la salle TELUS, mais ce serait bien qu'il pourrait avoir la salle André Gagnon, peut-être avec un partenaire financier important. C'est un peu ça? Définitivement. Pour avoir un partenaire, c'est important d'avoir un partenaire majeur. Et je crois qu'on va réussir. On va en avoir un bientôt. Puis, au niveau de la campagne, au niveau de la population, c'est sûr qu'on va faire une campagne, on va vendre des bancs pour que les gens s'approprient la salle. Donc, il va y avoir 500 bancs à vendre. Puis, qu'on peut mettre comme nos noms dessus? Ou, bien, ça va être à déterminer. Okay. Est-ce qu'on va mettre les noms dessus? C'est populaire, ça, depuis... comme le Centre Vidéotron, ils ont fait ça. On pouvait acheter des... Mais ça, c'est un des objectifs qu'on a pour la campagne. En terminant, peut-être le bilan, là, étant donné que la COVID, c'est l'annulation de quasiment tous les spectacles, de toutes les activités. Est-ce qu'on s'en sort bien à la salle André Gagnon? Donc, on fait les frais ou ça vous creuse, ça mène un peu dans un pétrin financier? Non, on s'en sort assez bien parce que les gouvernements nous ont quand même laissé nos subventions qu'on avait. Puis, on ne se le cachera pas, c'est pas... la salle fait pas ses profits avec les spectacles. C'est ça. OK? Parce que les spectacles sont très souvent déficitaires. Donc, c'est les subventions qui nous permettent d'arriver. Donc, les gouvernements nous ont laissé nos subventions. Donc, à ce moment-là, ça nous permet de pouvoir s'en sortir, de payer les frais de fonctionnement, de payer la directrice et tout. Mais c'est important, donc, d'avoir un sentiment d'appartenance envers cette salle-là, qui est notre salle au Kamouraska. Vous le dites, des fois, les spectacles déficitaires, c'est important de donner accès à la culture quand même, mais on pourrait des fois peut-être y penser un peu plus à tous les beaux artistes qui viennent faire un tour dans la région, là. Définitivement, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut donner à la salle, on veut lui donner une ère de jeunesse et on espère que la jeunesse va venir nous voir et va dire s'approprier cette salle-là. Autre que la jeunesse aussi, mais disons qu'on pourrait attirer beaucoup la jeunesse qui est notre futur. Bien oui, absolument. Donc, M. Jean Desjardins, président du conseil d'administration de la salle André Gagnon, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, on poursuit notre discussion avec Annick Briand, qui est directrice de la SADC du Kamouraska. Bonjour. Bonjour. Peut-être rappeler là, que la SADC célèbre déjà ses 35 ans, mais quand on n'est pas en affaires, on ne connaît pas nécessairement ce que c'est la SADC. On connaît ça, mais sans plus. Alors, peut-être rappeler c'est quoi le principal mandat dans notre communauté de la SADC?
Oui, en fait, la SADC, qui est la Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska, on est un organisme à but non lucratif financé par Développement économique Canada. Donc, on a signé une toute nouvelle entente pour les 5 prochaines années. C'est toujours des bonnes nouvelles. Effectivement. Et on a comme mission de stimuler le développement de notre territoire. Donc, un développement que nous, à la SADC du Kamouraska, on veut durable et innovant afin d'aider les entreprises, là, côté technique, mais aussi au niveau financement. Donc, vous pouvez aider les entreprises qui ont toutes sortes de projets, peuvent poser des questions, les diriger vers les bonnes ressources, etc. Oui, donc service conseil, accompagnement technique et également financement, mais aussi toute la portion volet de dynamiser le territoire, donc avec des projets porteurs au niveau de nos partenaires, que ce soit les municipalités, que ce soit d'autres organismes là, du territoire, donc de les supporter pour créer des projets structurants pour le milieu. D'ailleurs, dans les 35 dernières années, là, vous les avez un peu comme comptabilisés. Est-ce que tous les projets que vous avez aidés en termes d'argent, ça ressemble à quoi, finalement? Oui, donc depuis 1985 qu'un organisme du même genre que la SADC existe, donc ça a été fusionné au cours du temps. Mais en 35 ans, c'est plus de 28 millions qui ont été investis par la SADC au Kamouraska pour soutenir là, un peu plus que 1550 projets. Quand même. Et est-ce que la plupart de ces projets-là ont eu une durée de vie, ont réussi à exister finalement? Parce que c'est pas de partir des fois, bien, c'est un défi de partir en affaires, mais résister, c'est encore plus complexe. On le voit aujourd'hui, entre autres, là, avec la COVID. Oui, tout à fait. Alors, on a un bon taux de succès là, pour les entreprises soutenues par la SADC, même supérieur qu'à la moyenne là, québécoise et canadienne. Alors, environ, au moins, là, je vais m'avancer, là, mais 80% là, des projets là, sont toujours actifs. Peut-être dans une nouvelle forme ou une forme évoluée depuis le temps, mais des entrepreneurs toujours actifs. Quelqu'un qui nous écouterait, qui aurait un projet d'entreprise, là, puis ça peut être une petite entreprise, et qui hésiterait à aller vous voir, qu'est-ce que vous lui direz? Qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'il se procure finalement vos services? Parce que ça peut être une porte d'entrée pour un projet aussi. Vous pouvez aider à structurer les idées. Vous avez vraiment toutes sortes d'atouts dans votre équipe de travail, là. Oui, tout à fait. Alors, on est une équipe, généraliste, mais aussi complémentaire. Alors, on essaie là, du mieux possible, là, oui, d'orienter. La faiblesse des gens reste surtout au niveau des chiffres, monter des prévisions financières, tout ça. Donc, notre accompagnement est beaucoup là. Également, le plan d'affaires, études de marché, donc enligné sur des pistes, là, à savoir, est-ce que mon idée, est-ce que quelqu'un qui va l'acheter en bout de ligne, là? Donc, on en voit souvent des idées. Sont-elles tous bonnes? Des fois, non. Est-ce qu'il y en a déjà trop de ces idées-là dans notre communauté? Oui. Donc, il faut vraiment répondre à un besoin et nos conseillers sont là pour vraiment là, accompagner étape par étape en fonction des besoins de l'entrepreneur et puis vraiment sont à l'écoute là, pour donner un accompagnement personnalisé. J'aimerais qu'on parle de la COVID parce qu'on sait que le gouvernement a donné des programmes d'accompagnement aux entreprises. Le Kamouraska a aussi son enveloppe. Vous en êtes aussi des partenaires. Vous avez dû rencontrer des entreprises probablement qui venaient de partir en affaires, qui ont dû fermer. Après ça, on leur dit, bien, vous allez fermer, vous allez réouvrir, vous allez peut-être refermer, vous allez peut-être réouvrir. Ça crée beaucoup d'incertitudes. Qu'est-ce que vous avez apporté comme appui à ces gens-là au cours des derniers mois et que vous allez probablement continuer de faire à moindre échelle dans les prochaines semaines, là? Oui, tout à fait. Hein, c'est encore d'actualité, hein, toute cette crise, ce bouleversement qu'on a connu avec l'arrivée de cette pandémie. Alors, au début, nous avons beaucoup été en service conseil parce que les gens avaient un flot, une tonne d'informations. de nouvelles. Non, c'est ça. Puis ça changeait, ça évoluait là, pratiquement aux heures. Alors, on a été là beaucoup là, pour informer, éplucher les informations, de dire, bien, ça, toi, ça s'applique à toi, ça, tu sais, va chercher ce programme-là. Et par la suite, la SADC, on a eu notre propre programme, donc le FOR, le Fonds d'aide et de relance pour les régions.
financé toujours par Développement économique Canada et le gouvernement fédéral. C'est plus de 1 million de dollars qu'on a investi là, dans une période de 2 mois et demi. Mais oui, c'est incroyable. Alors, c'était des prêts maximum de 40 000. Mais le constat est qu'en tout cas, on verra cet automne, mais pour l'instant, du côté de l'emploi et du développement, on n'a pas l'impression que la COVID nous a affecté tant que ça. Hein. Quand on a réouvert les valves, c'est comme si tout s'était remis en marche, mis à part peut-être les restaurants, quoique cet été, ils ont pu tirer leur épingle du jeu. Oui, tout à fait. Le constat est quand même bon jusqu'à maintenant pour le Kamouraska. Alors, je vais parler en connaissance de cause, évidemment. Oui. Alors, aucun de nos clients n'a dû cesser ses activités de façon formelle, là, donc pour tout le temps. On n'a pas encore eu des clés. Non, on n'a pas encore eu des clés, des fermetures, des faillites, quoi que ce soit. L'été a été très bon. C'est quand même un équilibre précaire, j'imagine. Ça reste oui, toujours. Donc, on a hâte de voir l'automne se dérouler, l'hiver, parce qu'évidemment, on a beaucoup d'entreprises saisonnières, que le gros de leur opération se passe pendant l'été. On a eu un bel été touristique. Reste à voir si ça sera suffisant parce qu'ils ont manqué des mois. Hein. La saison touristique a quand même commencé plus tard. Donc, est-ce qu'ils vont être bons pour faire la boucle, donc de se rendre jusqu'à la nouvelle saison 2021? Est-ce que les entrées d'argent auront été suffisantes pour survivre jusqu'à la prochaine saison? Qu'on ne sait pas encore. Qu'est-ce qui sera permis? En terminant rapidement, vous êtes aussi cette année auprès de Centraide. Donc, vous êtes investi coprésidente d'honneur. En fait, c'est le titre que je cherchais. Alors, on fait ça comment là, cette année? On sait que ça vient beaucoup des entreprises, Centraide. Hein? On peut donner un petit peu sur notre chèque de paye là, quand on le veut. On peut souscrire à une campagne Centraide dans nos entreprises. Oui, donc il y a différentes manières de participer. Alors, je suis coprésidente pour l'édition 2020 avec M. Jocelyn Lavoie de la firme Raymond Chabot Grant Thornton à l'Apocatière. Alors, évidemment, la distinction de Centraide, hein, c'est vraiment la campagne en milieu de travail, donc de sensibiliser les employés à pouvoir participer sur déduction à la source au niveau de leur paye. Mais il y a également là, sur le site web de Centraide Bas-Saint-Laurent une place où on peut faire un don ponctuel, donc une personne qui désire s'impliquer, qui désire redonner, parce que Centraide, finalement, c'est un don de société, de collectif, parce qu'ils agissent sur plusieurs fronts. Il y a beaucoup d'organismes qui ont besoin des dons de Centraide à chaque année. Effectivement. Donc, Centraide redonne aux organismes qui n'ont pas nécessairement les moyens ni la capacité de eux-mêmes faire des levées de fonds, des campagnes de financement. Alors, Centraide est là avec sa structure, avec son équipe, avec son marketing. Pour ça va se déployer dans les prochaines semaines. Oui, tout à fait. Annick Briand, merci beaucoup d'être venue. Donc, je rappelle que vous êtes directrice de la SADC du Kamouraska, qui, comme tous les événements qu'on devrait célébrer cette année, se passe sans tambour ni trompette pour les 35 ans. Merci. Merci, Annie. En cette période de noirceur, il n'y a rien de mieux que de s'entourer de beau. Et le beau, on le trouve dans les différentes places où on peut côtoyer l'art, même si c'est un peu plus difficile en temps de COVID. Et pour nous en parler, on a Véronique Drouin, qui est co-directrice du Centre d'art de Kamouraska. Bonjour. Bonjour. On va parler de toutes sortes de choses. On pourrait peut-être d'abord revenir sur l'été. Comment ça s'est passé au Centre d'art de Kamouraska l'été? Parce qu'il y avait du monde au village. Il y avait beaucoup de monde au village. Moi, je m'étais complètement trompée dans mes prédictions. Je croyais qu'il n'y aurait personne puis que les gens resteraient à la maison. Et non, en fait, on a été débordés. Il y a toujours des gens qui ont besoin de sortir. Oui, puis cette année, j'ai jamais vu ça, en fait. Autant de gens à Kamouraska et donc autant de gens au Centre d'art. On a battu tous nos records. On a augmenté notre achalandage de 75 c'est beaucoup. Par rapport à l'année dernière, qui était déjà une année record. Donc, on a été vraiment débordés. On a eu beaucoup de plaisir, mais les préposés à la médiation étaient contents d'avoir à la médiation? Oui, bien ceux qui font de la médiation culturelle, donc qui accueillent les visiteurs, qui parlent des expositions, des œuvres. Donc, les filles étaient très fatiguées à la fin de l'été. Et les visiteurs, ils sortaient enchantés du musée? Ils étaient contents de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient découvert? Oui, mais en fait, on a eu beaucoup de bons commentaires. Puis, par des heureuses coïncidences, on a eu cet été, 5 expositions. Puis c'était toutes des expositions d'artistes du Bas-Saint-Laurent.
C'était vraiment une coïncidence, puis on était très enchantés de ça parce qu'on s'est dit, au final, avec l'été qu'on a eu, puis les visiteurs québécois qui sont venus ici, on était vraiment contents de pouvoir montrer aux Québécois ce qui se fait de beau au Bas-Saint-Laurent. Est-ce que, quand les gens vont au musée, ils ont la possibilité d'acheter des œuvres par la suite ou c'est... Ça dépend, parce que souvent, les expositions que nous, on fait... la plupart du temps, les œuvres ne sont pas vraiment achetables parce que souvent, c'est des installations, donc une série d'œuvres ou c'est quelque chose qu'on vit, donc quelque chose qu'on manipule ou quelque chose dans lequel on entre. Donc souvent, c'est pas tout à fait achetable. Parfois, oui. Cet été, ça aurait pu être le cas, mais on n'a pas du tout misé sur la vente parce que ce qu'on voulait vraiment, c'est de faire vivre une expérience aux visiteurs et non pas de miser sur de la vente d'œuvres au Centre d'art. Par contre, là, vous voulez nous dire que vous avez une nouvelle plateforme pour acheter des œuvres d'art. Oui, bien ça, c'est tout nouveau. On vient de lancer ça. Ça s'appelle C'est beau chez vous. C'est une plateforme de vente d'œuvres. C'est un beau nom. C'est facile à utiliser. On s'en souvient facilement aussi. C'est ce qu'on dit quand on va chez quelqu'un pour la première fois. Souvent, c'est beau chez vous. Bien, en fait, c'est ce qu'on veut que les gens se fassent dire quand ils achètent une œuvre chez nous. On veut que les gens se fassent dire « Hey, c'est donc bien beau chez vous ». Puis c'est de là qu'est venue l'idée de ce nom-là, qui est donc facile à retenir. Et c'est une plateforme de vente d'œuvres en ligne, des œuvres que nous, ça fait plusieurs années que des collectionneurs nous offrent des œuvres dans le cadre de notre campagne annuelle de financement. Et donc, on en a beaucoup. Et là, avec la pandémie, on a eu du temps pour réfléchir, on a eu des sous aussi pour avoir des formations en marketing puis en numérique. Puis on a utilisé ça pour enfin mettre à profit cette collection d'œuvres qu'on a, qui était un peu cachée dans nos voûtes. Et là, on les a enfin exposées au grand jour. Et puis vous allez pouvoir en fait faire ce qui devrait être leur vie, être exposé, apprécié. Alors, quel type d'œuvre, qu'est-ce qu'elle comporte, cette belle collection que vous avez dans vos voûtes? Bien, franchement... Est-ce qu'il y a des vieilles choses, des choses récentes? Il y a un peu de tout. On a des œuvres qui datent des années 50, puis on en a qui datent des années début 2000. On a des huiles sur toile, des acryliques, on a aussi de la sérigraphie, des gravures, des pastels. Il y a vraiment plein de types de médiums différents. Et donc aussi beaucoup de prix différents. T'sais, on a des œuvres qui peuvent aller jusqu'à 5 ou 6 000 $, mais on en a d'autres qui sont beaucoup plus abordables. En fait, on a même une catégorie qui est les œuvres qui sont à petit prix, donc à 500 $ et moins. Donc, pour démocratiser tout ça aussi. Ben parce oui. Que souvent, malheureusement, c'est accessible à l'élite de la population, parce que c'est cher. Puis c'est ça, ça vaut le travail. C'est énormément de travail, faire une œuvre. Oui, bien, c'est souvent une conception qu'on a que acquérir une œuvre, il faut pour ça avoir énormément de sous. Mais nous, ça fait des années qu'on travaille, surtout dans le cadre de notre encan annuel, à démontrer que, en fait, non, si vous venez à notre encan, qui n'a pas eu lieu cette année, évidemment, mais avec 150 $, vous avez des bonnes chances de partir avec une œuvre. L'idée, c'est d'acheter souvent des artistes émergents aussi, parce qu'en art, c'est comme n'importe quel artiste. Plus ils se font un nom, plus ça coûte cher. C'est un peu ça. Absolument. Puis c'est aussi à travers les différents médiums qu'on peut faire varier les prix. Okay. C'est sûr que des médiums qui valent plus que d'autres? Oui, mais tu sais, une peinture, par exemple, tu sais, ce qu'il y a sur le mur ici, qui doit être une acrylique sur toile. Donc ça, c'est une œuvre qu'il n'en a qu'une. L'artiste le fait, puis il y en a une seule. Tandis que, par exemple, la sérigraphie, qui fonctionne par étampe... Moi, c'est pas mal de ça qui est composé. La déco, c'est quelque chose... Oui. On peut avoir vraiment des belles œuvres. Des magnifiques œuvres, mais souvent, ils sont en série. Là, exactement. C'est sûr que quand les œuvres sont encadrées, ça a un effet qui est plus frappant, qui est plus marquant. Mais des œuvres en série comme ça, tu sais, un artiste va en produire, je sais pas, disons 20... Cinquantaine, c'est en petite quantité. Exactement. C'est ça qui est le fun. Mais donc, comme il y en a plusieurs, bien, ça vaut moins cher que du même artiste, une œuvre où on n'a qu'un seul exemplaire parce que c'est, par exemple, de la peinture. Donc, c'est sûr que nous, ce qu'on a à petit prix, c'est majoritairement des œuvres qui sont faites en série, donc, par exemple, la sérigraphie. Mais qui sont limitées, donc ça n'a rien à voir avec le cadre du IKEA qu'on va retrouver. Il y a vraiment un nom, mais il ne le refait pas l'année d'après. Oui, puis ça, vous en avez beaucoup. On en a beaucoup. On a beaucoup d'œuvres qui sont très abordables dans cette catégorie-là qui s'appelle... Et comment on fait? Là? Donc, on sait qu'on n'est pas patient beaucoup là, sur Internet, donc on va sur votre site. Est-ce qu'il y a un onglet tout de suite « Acheter des œuvres » ? Ça se fait assez facilement, là, ce que j'ai entendu dire. Oui. On m'a dit, Annie, dis-le. Là. Oui, c'est vrai que c'est facile. C'est facile à naviguer. En fait, il y a un onglet qui s'appelle « Magasiner » et de là, il y a
toutes les œuvres qu'on a distribuées par catégorie. Donc, vous pouvez chercher par catégorie. Là, je parlais tout à l'heure des œuvres à petit prix, donc à moins de 500 $. Ça, c'est une catégorie. Il y en a d'autres qui sont les œuvres encadrées, parce qu'on parlait tout à l'heure aussi du fait que ça coûte cher faire encadrer une œuvre. Oui. Si on veut que ce soit bien encadré. Oui, absolument. De qualité muséale, là, ça peut coûter des fois aussi cher que la sérigraphie. Absolument. Puis nous, on en a beaucoup qui sont encadrés déjà. Donc, on a une catégorie œuvres encadrées. Après, on a nos coups de cœur, parce qu'au Centre d'art, on est 2 co-directrices, puis on a évidemment nos goûts, comme tout le monde, on a nos préférences, puis on a fait une catégorie qui représente ce que nous, on aime le plus dans notre collection. Donc, tout se navigue assez facilement par catégorie, puis il y a toujours accessible sur le site web un petit bouton dans le haut à droite qui s'appelle « Toutes nos œuvres ». Puis si vous cliquez sur ça, il y a l'entièreté des œuvres disponibles sur notre site. Il nous reste moins d'1 minute, donc j'aimerais qu'on parle de la prochaine saison. Déjà, c'est loin, mais c'est dans le monde des arts, il faut se préparer, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors, est-ce qu'on a déjà une petite idée de ce qu'on aimerait faire l'été prochain? On va avoir du monde. Moi, je pense qu'on est pas mal certain qu'on va avoir encore beaucoup de monde l'été prochain. Bien, l'été prochain, je suis sûre qu'il va y avoir plein de monde. L'exposition est déjà presque prête. C'est une exposition en photographie, puis en fait, en plusieurs médiums de l'image. Par contre, avant ça, on a quand même notre programme d'éducation artistique qui s'appelle « Moi à l'œuvre » on est en train de commencer à préparer. On va faire des ateliers virtuels dans les garderies et dans les écoles de la région. Donc ça, on est en train de le préparer. Je crois que les inscriptions sont presque terminées. Donc, on a ce gros projet-là qui occupe une grosse partie de notre année là, qui commence. Et vous êtes encore ouvert en période morte? C'est possible d'aller vous visiter ou... On n'est pas ouvert. C'est fermé? Quand on n'a pas d'exposition... On se refait une ouais, beauté. Exactement. On masque les trous sur les murs, on repeint un peu, puis on est prêt à accueillir les visiteurs. Ça devrait être au mois d'avril si on est capable de tenir notre exposition de printemps. On verra, rendu là, mais c'est notre souhait. Véronique Drouin, donc co-directrice du Centre d'art de Kamouraska, bien, merci beaucoup d'être venue. On va vous laisser retourner à votre belle beauté, puis en espérant que les gens vont aller chercher des œuvres d'art, donc via le site Internet, ou des sérigraphies pour les jeunes étudiants. Là, c'est une bonne idée. Oui, merci.